crois qu'il y a quelque chose là. Ça fonce directement sur nous. Ma caméra thermique me montre que quelque chose semblable à un chat vient vers nous. Mais bien plus grand, peut-être un lion ou... Un tigre. Wow! Vous avez vu ça? Oui, c'est incroyable. Je suis contente que nous soyons dans un parc animalier, pas dans la jungle. Mais je croyais que les chats n'aimaient pas l'eau. Oui, c'est vrai aussi. La plupart des grands chats comme les lions ou les léopards n'aiment pas l'eau. Mais c'est très différent pour les tigres. Ils adorent l'eau et savent très bien nager. Dans les régions chaudes, ils aiment aller dans l'eau pour se rafraîchir. Hé, Robert, tu viens de recevoir un email? Oui, de Shenlook de Chine. Elle aimerait savoir si les soigneurs font aussi des câlins aux animaux. J'ai une idée. Pourquoi ne pas tout simplement lui demander? Bonjour, nous avons une question. Bonjour, que voulez-vous savoir? Est-ce que les soigneurs font aussi des câlins aux animaux? Même si les tigres ressemblent à de gros chats en peluche, ce sont des prédateurs très dangereux. Ils sont imprévisibles. Donc c'est non pour faire des câlins à des tigres adultes. Et pas non plus à des petits tigres? Avec Fluffy, peut-être. Mais sa mère ne le quitte pas des yeux un seul instant. C'est dommage. Ça donne envie de le câliner. C'est vrai, mais c'est un prédateur. Seulement en plus petit. Voulez-vous que je vous montre un animal que j'ai câliné pendant très longtemps? Oh oui! Là, nous y sommes. C'est la petite Ling. Oh, des pandas! Et à eux, tu leur fais des câlins? J'ai fait beaucoup de câlins à Ling. Après la naissance, la mère de Ling ne se portait pas très bien au début. Elle était très faible et ne pouvait pas s'occuper de son bébé. J'ai donc dû m'occuper de la petite, lui donner le biberon, la tenir dans mes bras et la câliner aussi. Oh, ça a dû être chouette! Les nouveau-nés pandas sont aussi gros qu'un hamster. Ils pèsent autant qu'une tablette de chocolat à la naissance. Et ils naissent aveugles et sans pelage. Ce n'est qu'après 30 jours qu'ils ont un pelage avec les marques noires et blanches typiques. Oui, c'est bien ça. Bon, maintenant, je dois la nourrir. Les pandas mangent toute la journée. Que mangent les pandas? Mais tu penses toujours à manger? Oui, bien sûr. C'est vraiment passionnant. En fait, les pandas font partie des carnassiers. Mais il y a environ 2 millions d'années, ils sont devenus végétariens. Aujourd'hui, ils se nourrissent presque exclusivement de bambou. Et il arrive même qu'ils soient importés spécialement de Chine par avion. Wow, par avion? Mais pourquoi de Chine? La Chine est le pays d'origine des pandas. Bon, c'est prêt. Vous voulez voir les petits pandas maintenant? Mais ils sont roux! Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas noirs et blancs comme les grands pandas? Cela leur permet de mieux se camoufler, car dans leur pays d'origine, ils sont souvent assis sur des arbres recouverts de mousse rousse. C'est pourquoi on les appelle aussi les renards de feu. Est-ce que les petits pandas sont de la même famille que les grands pandas? Les scientifiques ne sont pas tous d'accord là-dessus. Les pandas sont désormais considérés comme de grands ours. Mais pour les petits pandas, la science est encore en discussion. Les uns disent que ce sont des chats, les autres des ratons laveurs. Peu importe, tu es en tout cas un animal tout mignon, petit panda. Vous voulez venir au parc animalier pour enfants? Oh oui! Bon, ici, vous pouvez caresser les animaux, mais soyez prudents. Les animaux peuvent aussi pincer. Si vous remarquez qu'un animal ne veut pas être touché, alors laissez-le tranquille. D'accord, c'est ce que nous allons faire. Et que se passe-t-il si je ne veux pas être touché? Pauvre Robert. Pauvre Robert. Mettons-nous à l'abri!
orang-outans n'aiment pas la pluie non plus. C'est vrai, les orang-outans n'aiment pas l'eau. D'ailleurs, moi non plus. L'eau et l'électronique ne font pas bon ménage. On dirait qu'ils cherchent à se construire un abri contre la pluie. Oui, c'est fort possible. Les orang-outans sont des animaux très intelligents. Ils utilisent même des outils. Des outils? Mais comment? Ils utilisent par exemple des feuilles pour s'essuyer la bouche. C'est marrant. Et ils chassent les mouches avec des branches. Le soir, ils se construisent un lit avec des feuilles. Oh, c'est intéressant. Saviez-vous que les orang-outans se reconnaissent dans le miroir? Vraiment? Oh, je ne savais pas qu'il y avait des miroirs dans la forêt vierge. Je ne le savais pas non plus. Il faudrait que je fasse des recherches plus approfondies. Béné plaisante. Ah bon? Mais ce que je sais, c'est que les orang-outans mangent presque exclusivement de la nourriture végétarienne. Ce qu'ils préfèrent manger, ce sont des fruits et des feuilles fraîches, mais parfois aussi des larves. Toutefois, ils sont nos plus proches cousins. Ils font partie de la famille des grands singes. Qu'est-ce que ça veut dire, les grands singes? Cela veut dire que ces singes sont biologiquement très proches des humains. Par exemple, ils n'ont pas de longue queue pour les aider à s'équilibrer, mais ils ont des bras et des jambes extrêmement articulés et une colonne vertébrale rigide. Cela les aide à garder le haut de leur corps droit, comme pour les humains. Le lien entre la mère et l'enfant est également très fort. Un jeune reste avec sa mère environ 7 ans. C'est seulement alors qu'il a appris tout ce dont il a besoin pour sa propre vie. Les orang-outans peuvent vivre jusqu'à plus de 50 ans. Où vivent-ils exactement dans la nature? Ils vivent exclusivement sur les îles de Sumatra et de Bornéo, qui se trouvent en Asie du Sud-Est. Malheureusement, ils y sont menacés d'extinction. Mais pourquoi? Parce que leur habitat, la forêt, est de plus en plus détruit. De plus en plus d'arbres sont abattus et les orang-outans perdent leur maison. Car vous savez ce que signifie orang-outan? Non, aucune idée. Orang-outan est un mot malais qui signifie homme de la forêt. Parce qu'ils aiment vivre dans les arbres et qu'ils sont très doués pour grimper, c'est ça? Oui, c'est une explication possible. Mais il y a longtemps, les premiers habitants de Sumatra aimaient aussi raconter que les orang-outans sont de petits humains qui ne parlent tout simplement pas et qui vivent dans la forêt, pour ne pas avoir à travailler. Mais je pense que c'est une plaisanterie et que ça n'est pas sérieux. Je crois aussi. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Plus de rangement à faire, juste se détendre dans les arbres. Et ne plus parler et manger des larves à la place. Ok, ce n'est donc pas une si bonne idée. Wow! Wouhou! J'ai encore reçu un mail avec une question très intéressante. Qui t'écrit? Flynn écrit des USA. Faut-il avoir peur des requins à la mer? Oh oui, c'est une super question. Ah oui, c'est passionnant! Raconte, Robert! Bon. Il y a des requins partout dans le monde, aussi bien en haute mer que près des côtes. Il y avait déjà des requins à l'époque des dinosaures. Aujourd'hui, il y en a plus de 500 sortes différentes. Les raies sont également comptées parmi les requins. Le plus petit requin est le requin lanterne nain. Il est à peu près aussi long qu'une banane. Le plus gros requin est le requin baleine. Le plus grand spécimen jamais mesuré faisait près de 14 mètres de long. Il mange du plancton et d'autres micro-organismes qu'il aspire avec sa grande bouche. Donc il n'est pas dangereux pour les humains? Non, mais c'est quand même un très gros poisson et mieux vaut garder ses distances avec lui. Le requin le plus connu est certainement le requin blanc. Dans de nombreux films, il est présenté comme un dangereux monstre qui s'attaque aussi aux humains.
Et action! Coupé! Puisqu'il ne fait rien aux humains. Les humains ne sont pas au menu des requins. Les requins se nourrissent de poissons et d'autres grands animaux marins. Mais alors, pourquoi on entend toujours parler d'attaques de requins? Elles se produisent souvent par accident. En fait, le requin ne veut pas du tout faire de mal aux humains. Mais il est curieux de savoir ce qu'il y a dans l'eau. Alors il en prend une bouchée pour voir si ça a bon goût. Malheureusement, une telle bouchée peut blesser les humains. Robert, est-ce que c'est vrai que les requins peuvent sentir le sang dans l'eau? C'est vrai. Un requin pourrait sentir une seule petite goutte de sang dans cette piscine. Mais ça ne l'intéresse que si c'est du sang de poisson. Le sang humain ne l'intéresse pas. Les requins n'attaquent donc pas du tout les humains? Cela n'arrive que dans de très rares cas. En 2019, on a compté seulement 64 attaques de requins dans le monde entier. Mais c'est beaucoup! La probabilité de gagner au loto est beaucoup plus élevée que d'être attaqué par un requin. Mais qu'est-ce que les requins mangent alors? Les requins blancs, par exemple, se nourrissent principalement de phoques et d'otaries. Les petits requins de poissons plus petits et certains requins ne mangent que du plancton et des animaux marins plus petits. Alors les humains ne doivent pas avoir peur des requins? Ils doivent avoir du respect pour eux, mais pas peur. Mais malheureusement, ce sont plutôt les requins qui doivent avoir peur des humains. Car nous tuons chaque année beaucoup de requins. Mais pourquoi? De nombreux requins sont capturés accidentellement. Cela veut dire qu'ils se retrouvent dans les filets des pêcheurs, même s'ils veulent en fait attraper d'autres poissons. C'est vraiment triste. Robert, qu'est-ce qu'on doit faire quand on rencontre un requin dans l'eau? Lorsqu'on rencontre un requin, la chose la plus importante est d'essayer de rester calme. Il ne faut en aucun cas être pris de panique et gigoter dans tous les sens. Sinon, le requin pense qu'il a devant lui un poisson tout frétillant. On doit observer le requin et ne pas le quitter des yeux. Les requins n'aiment pas être observés. Les requins sont très curieux. Il peut arriver qu'il entoure un nageur ou un plongeur. S'ils s'approchent trop près, vous pouvez les repousser en leur donnant un léger coup sur le museau. Pour ça, il faut être très courageux. Oui, mais ça aide. Parce que le requin ne connaît pas ça. Un requin n'est normalement jamais attaqué par un animal dans l'eau. C'est pourquoi cela le déstabiliserait. Mais vous pouvez déjà commencer par faire quelque chose pour éviter de rencontrer un requin. N'allez jamais dans l'eau où des requins ont déjà été aperçus. Les plages où il y a des requins sont généralement signalées par des panneaux. On ne le fera pas! De plus, il ne faut pas se baigner dans la mer la nuit ou au crépuscule, c'est-à-dire quand le soleil se couche ou quand il se lève à nouveau. C'est en fait le moment de chasse préféré des requins. Pendant la journée, les requins se reposent souvent et se trouvent dans des eaux plus profondes. À ce moment-là, on est soit au lit, soit en train de dîner, ou en train de prendre le petit déjeuner. Regardez! Pourquoi l'ours polaire a la langue toute bleue? C'est parce qu'il a léché trop de glace à la myrtille. Vous savez que lorsque les chiens ont trop chaud, ils allaitent et laissent leur langue sortir de leur gueule. C'est ainsi qu'ils se refroidissent et c'est la même chose avec les ours polaires. Ouais, mais les ours polaires vivent au pôle Nord. Il y fait un froid glacial. Ils n'ont pas besoin de se refroidir, si? Imagine quand un ours polaire va à la chasse. Il court très longtemps avec sa fourrure épaisse. Il a vraiment chaud. Quand vous faites de la luge avec votre gros manteau d'hiver et que vous traînez votre luge en haut d'une montagne, cela vous donne chaud aussi, non? C'est vrai. Mais pourquoi sa langue est bleue? Comme l'ours polaire ne peut pas enlever sa fourrure comme une veste lorsqu'il a trop chaud, il est important qu'il refroidisse son sang. Les chercheurs pensent que c'est la raison pour laquelle l'ours polaire a de nombreuses veines dans sa langue. Et ces veines ont un aspect bleu. Waouh, je ne savais pas! Mais dis-nous maintenant, pourquoi les ours polaires ne mangent pas de pingouins? Parce que dans la nature, ils ne se rencontrent jamais. En effet, l'ours polaire vit au pôle Nord et les pingouins au pôle Sud. Ah! Alors allons maintenant au pôle Sud. Je veux voir les pingouins. Très bien.
Les pingouins sont tellement choux. Mais pourquoi les pingouins ne peuvent pas voler alors que ce sont des oiseaux? Les pingouins ont désappris à voler, il y a des millions d'années. Probablement parce qu'ils n'ont pas d'ennemis sur Terre et n'ont pas besoin de s'envoler. Pour autant, ils savent extrêmement bien nager sous l'eau et plonger très profondément. Regardez, les enfants pingouins s'amusent bien. Mais il n'y a rien ici. Si, regarde plus attentivement. Quelque chose nous observe. C'est vrai, il y a un hippopotame qui nage. Les hippopotames sont parfaitement adaptés à la vie dans l'eau, mais ils ne savent pas nager. Ils courent sur le fond. Vraiment? Je ne savais pas. Là, il y en a encore d'autres. Ils sont restés longtemps sous l'eau. Oui, les hippopotames peuvent rester plusieurs minutes sous l'eau. Waouh, comme ils sont rapides! Malgré leurs courtes pattes, ils peuvent courir très vite. Et c'est aussi pour cela que les hippopotames peuvent être très dangereux. Lorsqu'ils se sentent menacés ou qu'ils défendent leurs petits, ils attaquent et happent en un éclair. Avec une si grande gueule, vous pouvez imaginer que cela peut se terminer plutôt mal. Il y a de la nourriture. Waouh, comme ils l'engloutissent! 2 salades à la fois! Un hippopotame adulte peut ainsi manger chaque jour jusqu'à 40 kg d'herbes, de plantes et de fruits. C'est une assez grosse quantité de nourriture. Waouh, moi aussi j'ai faim maintenant. On fait une pause pour manger une glace? Bon, comme vous voulez. Oui, on veut! Ils sont rigolos. Comment ils s'appellent? Ils s'appellent les katas. Ce sont des lémuriens de Madagascar. Comment tu sais ça? C'est quoi des lémuriens? Les lémuriens sont des prosimiens. Ils ressemblent à des singes, mais pas tout à fait non plus. Ils sont actifs pendant la journée, très joueurs, et dorment dans les arbres la nuit. Ils mangent des fruits, des plantes et parfois des insectes. Comme les suricates, ils vivent ensemble en petits groupes. C'est toujours une femelle qui est la meneuse. Oui, c'est exactement ça. Bien sûr, Benet. Comme si tu le savais. Bien sûr, tout est écrit sur le panneau derrière toi. C'est bien ce que je pensais. Oh, la glace est trop bonne. C'est vrai, elle est vraiment super bonne. Mais comment on fait de la glace? Je vous raconterai ça la prochaine fois. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Oh, Oh, c'est vraiment délicieux. Tu veux goûter toi aussi? Il ne vaut mieux pas. Regardez, un arc-en-ciel. Ah oui, il est magnifique. Allez, partons à la recherche du bout de l'arc-en-ciel et trouvons le trésor. Oh oui! Les enfants, je crois que l'histoire avec le trésor n'est malheureusement pas vraie. Ça, on le sait bien. Mais c'est une belle histoire. Plus précisément, cette histoire vient d'Irlande. Autrefois, on disait que des lutins cachaient un trésor au bout de l'arc-en-ciel. Il existe d'autres histoires de ce type. En Chine, il y a longtemps, on disait que l'arc-en-ciel est une fissure dans le ciel qu'une déesse a réparée avec des pierres colorées. Autrefois, les gens ne savaient pas expliquer comment se forme un arc-en-ciel. Comment se forme un arc-en-ciel alors? Bon, pour former un arc-en-ciel, il faut de la lumière du soleil et de l'eau. Cela peut être de la pluie, mais aussi de l'eau qui sort du tuyau d'arrosage. Vraiment? Alors on devrait dire un arc en tuyau d'arrosage, pas un arc-en-ciel. Elle est bonne, non? Yeah, elle est bonne celle-là. Un arc en tuyau d'arrosage. C'est vrai. Mais on dit quand même un arc-en-ciel. Il faudra que j'y réfléchisse. Ne t'énerve pas, Robert. Continue à raconter. D'accord. Bon, la lumière du soleil nous semble en fait incolore. Mais en réalité, elle est constituée de beaucoup de couleurs. Par exemple, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Ensemble, ces couleurs produisent du blanc. Mais lorsque le soleil brille à travers une goutte d'eau, les différentes couleurs deviennent visibles séparément. Pourquoi ça?
Dans la goutte d'eau, la direction des différentes couleurs de la lumière du soleil est un peu modifiée, chacun dans une direction différente. C'est ainsi que les différentes couleurs deviennent soudainement visibles. L'ordre est toujours le même. En haut, il y a le rouge, puis viennent l'orange, le jaune, le vert, le bleu et en bas le violet. Comme ça, tous les arcs-en-ciel se ressemblent. Et pourtant, chaque arc-en-ciel a quelque chose de très spécifique. Oui, parce qu'un arc-en-ciel ne peut être vu que lorsque le soleil brille et qu'il pleut en même temps. Le soleil brille alors à travers de nombreuses gouttes et ainsi un grand arc coloré apparaît dans le ciel. Sans trésor! Oui, malheureusement. Mais maintenant, nous devons nous en aller. Notre avion de retour va bientôt partir. Dommage, maintenant les vacances sont finies. Mais on a passé de super moments. Et l'année prochaine, nous revenons. Oh oui! Rendez-vous, pirates de l'espace. Vous n'avez aucune chance. Nous vous tenons. Oh, zut, zut! Pourquoi la police de la galaxie est toujours plus rapide que nous? Le combat semble gagné par la police de la galaxie. Mais les pirates de l'espace vont vite revenir. Oh, c'était encore un épisode rythmé. Et cette fois, ils étaient sur Mars. Bon, tout ça est un peu irréaliste. En plus, aucun humain n'a encore été sur Mars. Mais ce n'est qu'une série, Robert. Comment c'est en vrai sur Mars? Oh oui, parle-nous de Mars. Ok. Imaginons que nous soyons dans une fusée en route vers Mars. Ouais! Ouah! Allons sur Mars! Cool! Quand arrivons-nous? Dans environ 3 minutes, 5 heures, 14 jours et 6 mois. Quoi? Tu plaisantes? Non, dans le meilleur des cas, ça prendrait au moins 6 mois. Mars est seulement à une distance de 56 millions de kilomètres de la Terre, si on est à la bonne période. Seulement 56 millions de kilomètres? Oui, c'est la plus petite distance. Mais Mars, comme la Terre, tourne autour du Soleil. Cette distance peut aussi changer. Lorsque la distance est la plus grande, elle est de plus de 400 millions de kilomètres. Oh mais c'est fou! Qu'allons-nous faire maintenant pendant si longtemps? Avançons rapidement dans le temps. C'était cool! J'aimerais bien qu'on puisse faire pareil à l'école. Comme c'est cool! Je flotte! Moi aussi! Je me sens toute légère! C'est l'apesanteur dans l'espace. La pesanteur, c'est super cool! Waouh! Regardez! C'est Mars! C'est tellement grand! Oui, même si elle ne fait que la moitié de la taille de la Terre. Mais pourquoi Mars est rouge? Les roches à la surface de Mars contiennent beaucoup de fer. Et comme il y avait beaucoup d'eau sur Mars il y a longtemps, le fer est rouillé. C'est ainsi que Mars a obtenu sa couleur rouge. Rouillé? Comme les voitures dans le parc à ferraille? Oui, exactement. On peut aller sur Mars maintenant? Oui, on peut. Pour cela, on doit se poser avec la station spatiale sur la surface de Mars. Oh oui! Super atterrissage, Robert! Merci. Est-ce qu'on peut sortir maintenant? Je veux être le premier garçon sur Mars! Malheureusement, non. Parce que le niveau d'oxygène sur Mars est trop bas pour respirer. Vous ne pouvez aller dehors qu'avec une combinaison de protection comme celle-là. Mais elle est beaucoup trop grande! Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de combinaison spatiale pour les enfants. C'est dommage. C'est vrai. Mais imaginons simplement que nous sommes assis dans le véhicule d'exploration et que nous traversons Mars en voiture. Cool! Je peux conduire? Mais tu n'as pas le permis! Tu crois que quelqu'un va me contrôler ici?
c'est mieux que je conduise. Oui, et dehors il fait encore plus froid. La température moyenne sur Mars est d'environ moins 60 degrés. Mais la nuit, la température peut descendre jusqu'à moins 120 degrés. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Et comment avais-tu imaginé la vie sur Mars? Eh bien, un peu comme sur la Terre, mais un peu plus cool. Non, la vie sur Mars ne sera pas comme la vie sur Terre pour les humains. Pour l'essentiel, la vie se déroulera à l'intérieur. C'est comme dans une serre. Tout ce dont les humains ont besoin pour vivre, ils doivent le ramener de la Terre. Et si ce n'est pas possible, il faut le fabriquer ici. Toute la nourriture, les vêtements, les outils et même l'oxygène doivent être fabriqués. Et on reste à l'intérieur toute la journée et on ne sort jamais? Les gens ne sortiront sûrement que lorsque cela sera absolument nécessaire, pour effectuer des réparations sur les bâtiments ou pour faire des recherches. Ou peut-être que ce sont des robots qui feront tout cela. Pas de vélo, de natation, de basketball. Non mais où ça? Mars est plus ou moins la même partout. C'est un grand désert de pierres et de sable. Mais c'est triste. Oui, Mars ne sera pas aussi belle que la Terre. Je crois que je préfère rentrer. Moi aussi. Alors, imaginons que nous sommes de retour à la maison, dans votre salon. Youhou! De retour à la maison. Je crois que ça m'a vraiment donné envie d'aller dehors. Vous venez? Oui, avec plaisir. Je crois qu'il y a quelque chose là. Ça fonce directement sur nous. Ma caméra thermique me montre que quelque chose semblable à un chat vient vers nous. Mais bien plus grand, peut-être un lion ou... Un tigre. Wow! Vous avez vu ça? Oui, c'est incroyable. Je suis contente que nous soyons dans un parc animalier, pas dans la jungle. Mais je croyais que les chats n'aimaient pas l'eau. Oui, c'est vrai aussi. La plupart des grands chats comme les lions ou les léopards n'aiment pas l'eau. Mais c'est très différent pour les tigres. Ils adorent l'eau et savent très bien nager. Dans les régions chaudes, ils aiment aller dans l'eau pour se rafraîchir. Hé Robert, tu viens de recevoir un email? Oui, de Shenlook de Chine. Elle aimerait savoir si les soigneurs font aussi des câlins aux animaux. J'ai une idée. Pourquoi ne pas tout simplement lui demander? Bonjour, nous avons une question. Bonjour, que voulez-vous savoir? Est-ce que les soigneurs font aussi des câlins aux animaux? Même si les tigres ressemblent à de gros chats en peluche, ce sont des prédateurs très dangereux. Ils sont imprévisibles. Donc c'est non pour faire des câlins à des tigres adultes. Et pas non plus à des petits tigres. Avec Fluffy, peut-être. Mais sa mère ne le quitte pas des yeux un seul instant. C'est dommage. Ça donne envie de le câliner. C'est vrai, mais c'est un prédateur. Seulement en plus petit. Voulez-vous que je vous montre un animal que j'ai câliné pendant très longtemps? Oh oui! Là, nous y sommes. C'est la petite Ling. Oh, des pandas! Et à eux, tu leur fais des câlins? J'ai fait beaucoup de câlins à Ling. Après la naissance, la mère de Ling ne se portait pas très bien au début. Elle était très faible et ne pouvait pas s'occuper de son bébé. J'ai donc dû m'occuper de la petite, lui donner le biberon, la tenir dans mes bras et la câliner aussi. Oh, ça a dû être chouette. Les nouveau-nés pandas sont aussi gros qu'un hamster. Ils pèsent autant qu'une tablette de chocolat à la naissance. Et ils naissent aveugles et sans pelage. Ce n'est qu'après 30 jours qu'ils ont un pelage avec les marques noires et blanches typiques. Oui, c'est bien ça.
Bon, maintenant, je dois la nourrir. Les pandas mangent toute la journée. Que mangent les pandas? Mais tu penses toujours à manger? Oui, bien sûr. C'est vraiment passionnant. En fait, les pandas font partie des carnassiers. Mais il y a environ 2 millions d'années, ils sont devenus végétariens. Aujourd'hui, ils se nourrissent presque exclusivement de bambou. Et il arrive même qu'ils soient importés spécialement de Chine par avion. Wow, par avion? Mais pourquoi de Chine? La Chine est le pays d'origine des pandas. Bon, c'est prêt. Vous voulez voir les petits pandas maintenant? Mais ils sont roux! Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas noirs et blancs comme les grands pandas? Cela leur permet de mieux se camoufler, car dans leur pays d'origine, ils sont souvent assis sur des arbres recouverts de mousse rousse. C'est pourquoi on les appelle aussi les renards de feu. Est-ce que les petits pandas sont de la même famille que les grands pandas? Les scientifiques ne sont pas tous d'accord là-dessus. Les pandas sont désormais considérés comme de grands ours. Mais pour les petits pandas, la science est encore en discussion. Les uns disent que ce sont des chats, les autres des ratons laveurs. Peu importe, tu es en tout cas un animal tout mignon, petit panda. Vous voulez venir au parc animalier pour enfants? Oh oui! Bon, ici, vous pouvez caresser les animaux, mais soyez prudents. Les animaux peuvent aussi pincer. Si vous remarquez qu'un animal ne veut pas être touché, alors laissez-le tranquille. D'accord, c'est ce que nous allons faire. Et que se passe-t-il si je ne veux pas être touché? Pauvre Robert. Mettons-nous à l'abri! C'est arrivé si vite. Hé, regardez, les orang-outans n'aiment pas la pluie non plus. C'est vrai, les orang-outans n'aiment pas l'eau. D'ailleurs, moi non plus. L'eau et l'électronique ne font pas bon ménage. On dirait qu'ils cherchent à se construire un abri contre la pluie. Oui, c'est fort possible. Les orang-outans sont des animaux très intelligents. Ils utilisent même des outils. Des outils? Mais comment? Ils utilisent par exemple des feuilles pour s'essuyer la bouche. C'est marrant. Et ils chassent les mouches avec des branches. Le soir, ils se construisent un lit avec des feuilles. Oh, c'est intéressant. Saviez-vous que les orang-outans se reconnaissent dans le miroir? Vraiment? Oh, je ne savais pas qu'il y avait des miroirs dans la forêt vierge. Je ne le savais pas non plus. Il faudrait que je fasse des recherches plus approfondies. Béné plaisante. Ah bon? Mais ce que je sais, c'est que les orang-outans mangent presque exclusivement de la nourriture végétarienne. Ce qu'ils préfèrent manger, ce sont des fruits et des feuilles fraîches, mais parfois aussi des larves. Toutefois, ils sont nos plus proches cousins. Ils font partie de la famille des grands singes. Qu'est-ce que ça veut dire, les grands singes? Cela veut dire que ces singes sont biologiquement très proches des humains. Par exemple, ils n'ont pas de longue queue pour les aider à s'équilibrer, mais ils ont des bras et des jambes extrêmement articulés et une colonne vertébrale rigide. Cela les aide à garder le haut de leur corps droit, comme pour les humains. Le lien entre la mère et l'enfant est également très fort. Un jeune reste avec sa mère environ 7 ans. C'est seulement alors qu'il a appris tout ce dont il a besoin pour sa propre vie. Les orang-outans peuvent vivre jusqu'à plus de 50 ans. Où vivent-ils exactement dans la nature? Ils vivent exclusivement sur les îles de Sumatra et de Bornéo, qui se trouvent en Asie du Sud-Est. Malheureusement, ils y sont menacés d'extinction. Mais pourquoi? Parce que leur habitat, la forêt, est de plus en plus détruit. De plus en plus d'arbres sont abattus et les orang-outans perdent leur maison.
Car vous savez ce que signifie orang-outan? Non, aucune idée. Orang-outan est un mot malais qui signifie homme de la forêt. Parce qu'ils aiment vivre dans les arbres et qu'ils sont très doués pour grimper, c'est ça? Oui, c'est une explication possible. Mais il y a longtemps, les premiers habitants de Sumatra aimaient aussi raconter que les orang-outans sont de petits humains qui ne parlent tout simplement pas et qui vivent dans la forêt, pour ne pas avoir à travailler. Mais je pense que c'est une plaisanterie et que ça n'est pas sérieux. Je crois aussi. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Plus de rangement à faire, juste se détendre dans les arbres. Et ne plus parler et manger des larves à la place. Ok, ce n'est donc pas une si bonne idée. Wow! Wouhou! J'ai encore reçu un mail avec une question très intéressante. Qui t'écrit? Flynn écrit des USA. Faut-il avoir peur des requins à la mer? Oh oui, c'est une super question. Ah oui, c'est passionnant! Raconte, Robert! Bon. Il y a des requins partout dans le monde, aussi bien en haute mer que près des côtes. Il y avait déjà des requins à l'époque des dinosaures. Aujourd'hui, il y en a plus de 500 sortes différentes. Les raies sont également comptées parmi les requins. Le plus petit requin est le requin lanterne nain. Il est à peu près aussi long qu'une banane. Le plus gros requin est le requin baleine. Le plus grand spécimen jamais mesuré faisait près de 14 mètres de long. Il mange du plancton et d'autres micro-organismes qu'il aspire avec sa grande bouche. Donc il n'est pas dangereux pour les humains? Non, mais c'est quand même un très gros poisson et mieux vaut garder ses distances avec lui. Le requin le plus connu est certainement le requin blanc. Dans de nombreux films, il est présenté comme un dangereux monstre qui s'attaque aussi aux humains. Et action! Coupé! Puisqu'il ne fait rien aux humains. Les humains ne sont pas au menu des requins. Les requins se nourrissent de poissons et d'autres grands animaux marins. Mais alors, pourquoi on entend toujours parler d'attaques de requins? Elles se produisent souvent par accident. En fait, le requin ne veut pas du tout faire de mal aux humains. Mais il est curieux de savoir ce qu'il y a dans l'eau. Alors il en prend une bouchée pour voir si ça a bon goût. Malheureusement, une telle bouchée peut blesser les humains. Robert, est-ce que c'est vrai que les requins peuvent sentir le sang dans l'eau? C'est vrai. Un requin pourrait sentir une seule petite goutte de sang dans cette piscine. Mais ça ne l'intéresse que si c'est du sang de poisson. Le sang humain ne l'intéresse pas. Les requins n'attaquent donc pas du tout les humains? Cela n'arrive que dans de très rares cas. En 2019, on a compté seulement 64 attaques de requins dans le monde entier. Mais c'est beaucoup. La probabilité de gagner au loto est beaucoup plus élevée que d'être attaqué par un requin. Mais qu'est-ce que les requins mangent alors? Les requins blancs, par exemple, se nourrissent principalement de phoques et d'otaries. Les petits requins de poissons plus petits et certains requins ne mangent que du plancton et des animaux marins plus petits. Alors les humains ne doivent pas avoir peur des requins? Ils doivent avoir du respect pour eux, mais pas peur. Mais malheureusement, ce sont plutôt les requins qui doivent avoir peur des humains. Car nous tuons chaque année beaucoup de requins. Mais pourquoi? De nombreux requins sont capturés accidentellement. Cela veut dire qu'ils se retrouvent dans les filets des pêcheurs, même s'ils veulent en fait attraper d'autres poissons. C'est vraiment triste. Robert, qu'est-ce qu'on doit faire quand on rencontre un requin dans l'eau? Lorsqu'on rencontre un requin, la chose la plus importante est d'essayer de rester calme. Il ne faut en aucun cas être pris de panique et gigoter dans tous les sens. Sinon, le requin pense qu'il a devant lui un poisson tout frétillant. On doit observer le requin et ne pas le quitter des yeux. Les requins n'aiment pas être observés. Les requins sont très curieux. Il peut arriver qu'il entoure un nageur ou un plongeur. S'il s'approche trop près,
Vous pouvez les repousser en leur donnant un léger coup sur le museau. Pour ça, il faut être très courageux. Oui, mais ça aide. Parce que le requin ne connaît pas ça. Un requin n'est normalement jamais attaqué par un animal dans l'eau. C'est pourquoi cela le déstabiliserait. Mais vous pouvez déjà commencer par faire quelque chose pour éviter de rencontrer un requin. N'allez jamais dans l'eau où des requins ont déjà été aperçus. Les plages où il y a des requins sont généralement signalées par des panneaux. On ne le fera pas. De plus, il ne faut pas se baigner dans la mer la nuit ou au crépuscule, c'est-à-dire quand le soleil se couche ou quand il se lève à nouveau. C'est en fait le moment de chasse préféré des requins. Pendant la journée, les requins se reposent souvent et se trouvent dans des eaux plus profondes. À ce moment-là, on est soit au lit, soit en train de dîner, ou en train de prendre le petit déjeuner. Regardez. Pourquoi l'ours polaire a la langue toute bleue? C'est parce qu'il a léché trop de glace à la myrtille. Vous savez que lorsque les chiens ont trop chaud, ils allaitent et laissent leur langue sortir de leur gueule. C'est ainsi qu'ils se refroidissent et c'est la même chose avec les ours polaires. Ouais, mais les ours polaires vivent au pôle Nord. Il y fait un froid glacial. Ils n'ont pas besoin de se refroidir, si? Imagine quand un ours polaire va à la chasse. Il court très longtemps avec sa fourrure épaisse. Il a vraiment chaud. Quand vous faites de la luge avec votre gros manteau d'hiver et que vous traînez votre luge en haut d'une montagne, cela vous donne chaud aussi, non? C'est vrai. Mais pourquoi sa langue est bleue? Comme l'ours polaire ne peut pas enlever sa fourrure comme une veste lorsqu'il a trop chaud, il est important qu'il refroidisse son sang. Les chercheurs pensent que c'est la raison pour laquelle l'ours polaire a de nombreuses veines dans sa langue. Et ces veines ont un aspect bleu. Waouh, je ne savais pas. Mais dis-nous maintenant, pourquoi les ours polaires ne mangent pas de pingouins? Parce que dans la nature, ils ne se rencontrent jamais. En effet, l'ours polaire vit au pôle Nord et les pingouins au pôle Sud. Ah, Alors allons maintenant au pôle Sud. Je veux voir les pingouins. très bien. Les pingouins sont tellement chauds. Mais pourquoi les pingouins ne peuvent pas voler alors que ce sont des oiseaux? Les pingouins ont désappris à voler il y a des millions d'années. Probablement parce qu'ils n'ont pas d'ennemis sur Terre et n'ont pas besoin de s'envoler. Pour autant, ils savent extrêmement bien nager sous l'eau et plonger très profondément. Regardez, les enfants pingouins s'amusent bien. Mais il n'y a rien ici. Si, regarde plus attentivement. Quelque chose nous observe. C'est vrai, il y a un hippopotame qui nage. Les hippopotames sont parfaitement adaptés à la vie dans l'eau, mais ils ne savent pas nager. Ils courent sur le fond. Vraiment? Je ne savais pas. Là, il y en a encore d'autres. Ils sont restés longtemps sous l'eau. Oui, les hippopotames peuvent rester plusieurs minutes sous l'eau. Waouh, comme ils sont rapides. Malgré leurs courtes pattes, ils peuvent courir très vite. Et c'est aussi pour cela que les hippopotames peuvent être très dangereux. Lorsqu'ils se sentent menacés ou qu'ils défendent leurs petits, ils attaquent et happent en un éclair. Avec une si grande gueule, vous pouvez imaginer que cela peut se terminer plutôt mal. Il y a de la nourriture. Waouh, comme ils l'engloutissent. 2 salades à la fois. Un hippopotame adulte peut ainsi manger chaque jour jusqu'à 40 kg d'herbes, de plantes et de fruits. C'est une assez grosse quantité de nourriture. Waouh, moi aussi j'ai faim maintenant. On fait une pause pour manger une glace? Bon, comme vous voulez. Oui, on veut. Ils sont rigolos. Comment ils s'appellent? Ils s'appellent les katas. Ce sont des lémuriens de Madagascar. Comment tu sais ça? C'est quoi des lémuriens? Les lémuriens sont des prosimiens. Ils ressemblent à des singes, mais pas tout à fait non plus. Ils sont actifs pendant la journée, très joueurs, et dorment dans les arbres la nuit. Ils mangent des fruits, des plantes et parfois des insectes. Comme les suricates, ils vivent ensemble en petits groupes.
c'est toujours une femelle qui est la meneuse. Oui, c'est exactement ça. Bien sûr, Benet, comme si tu le savais. Bien sûr, tout est écrit sur le panneau derrière toi. C'est bien ce que je pensais. Oh, la glace est trop bonne. C'est vrai, elle est vraiment super bonne. Mais comment on fait de la glace? Je vous raconterai ça la prochaine fois. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Oh, Oh, c'est vraiment délicieux. Tu veux goûter toi aussi? Il ne vaut mieux pas. Regardez, un arc-en-ciel. Ah oui, il est magnifique. Allez, partons à la recherche du bout de l'arc-en-ciel et trouvons le trésor. Oh oui. Les enfants, je crois que l'histoire avec le trésor n'est malheureusement pas vraie. Ça, on le sait bien. Mais c'est une belle histoire. Plus précisément, cette histoire vient d'Irlande. Autrefois, on disait que des lutins cachaient un trésor au bout de l'arc-en-ciel. Il existe d'autres histoires de ce type. En Chine, il y a longtemps, on disait que l'arc-en-ciel est une fissure dans le ciel qu'une déesse a réparée avec des pierres colorées. Autrefois, les gens ne savaient pas expliquer comment se forme un arc-en-ciel. Comment se forme un arc-en-ciel alors? Bon, pour former un arc-en-ciel, il faut de la lumière du soleil et de l'eau. Cela peut être de la pluie, mais aussi de l'eau qui sort du tuyau d'arrosage. Vraiment? Alors on devrait dire un arc en tuyau d'arrosage, pas en arc-en-ciel. Elle est bonne, non? Yeah, elle est bonne celle-là. Un arc en tuyau d'arrosage. C'est vrai. Mais on dit quand même un arc-en-ciel. Il faudra que j'y réfléchisse. Ne t'énerve pas, Robert. Continue à raconter. D'accord. Bon, la lumière du soleil nous semble en fait incolore. Mais en réalité, elle est constituée de beaucoup de couleurs. Par exemple, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Ensemble, ces couleurs produisent du blanc. Mais lorsque le soleil brille à travers une goutte d'eau, les différentes couleurs deviennent visibles séparément. Pourquoi ça? Dans la goutte d'eau, la direction des différentes couleurs de la lumière du soleil est un peu modifiée, chacun dans une direction différente. C'est ainsi que les différentes couleurs deviennent soudainement visibles. L'ordre est toujours le même. En haut, il y a le rouge, puis viennent l'orange, le jaune, le vert, le bleu et en bas le violet. Comme ça, tous les arcs-en-ciel se ressemblent. Et pourtant, chaque arc-en-ciel a quelque chose de très spécifique. Oui, parce qu'un arc-en-ciel ne peut être vu que lorsque le soleil brille et qu'il pleut en même temps. Le soleil brille alors à travers de nombreuses gouttes et ainsi un grand arc coloré apparaît dans le ciel. Sans trésor! Oui, malheureusement. Mais maintenant, nous devons nous en aller. Notre avion de retour va bientôt partir. Dommage, maintenant les vacances sont finies. Mais on a passé de super moments. Et l'année prochaine, nous revenons. Oh oui! Rendez-vous, pirates de l'espace. Vous n'avez aucune chance. Nous vous tenons. Oh, zut, zut! Pourquoi la police de la galaxie est toujours plus rapide que nous? Le combat semble gagné par la police de la galaxie. Mais les pirates de l'espace vont vite revenir. Oh, c'était encore un épisode rythmé. Et cette fois, ils étaient sur Mars. Bon, tout ça est un peu irréaliste. En plus, aucun humain n'a encore été sur Mars. Mais ce n'est qu'une série, Robert. Comment c'est en vrai sur Mars? Oh oui! Parle-nous de Mars. Ok. Imaginons que nous soyons dans une fusée en route vers Mars. Ouais! Ouah! Allons sur Mars! Cool! Quand arrivons-nous?
dans environ 3 minutes, 5 heures, 14 jours et 6 mois. Quoi? Tu plaisantes? Non, dans le meilleur des cas, ça prendrait au moins 6 mois. Mars est seulement à une distance de 56 millions de kilomètres de la Terre, si on est à la bonne période. Seulement 56 millions de kilomètres? Oui, c'est la plus petite distance. Mais Mars, comme la Terre, tourne autour du Soleil. Cette distance peut aussi changer. Lorsque la distance est la plus grande, elle est de plus de 400 millions de kilomètres. Oh mais c'est fou! Qu'allons-nous faire maintenant pendant si longtemps? Avançons rapidement dans le temps. C'était cool! J'aimerais bien qu'on puisse faire pareil à l'école. Comme c'est cool! Je flotte! Moi aussi! Je me sens toute légère! C'est l'apesanteur dans l'espace. La pesanteur, c'est super cool! Waouh! Regardez! C'est Mars! C'est tellement grand! Oui, même si elle ne fait que la moitié de la taille de la Terre. Mais pourquoi Mars est rouge? Les roches à la surface de Mars contiennent beaucoup de fer. Et comme il y avait beaucoup d'eau sur Mars il y a longtemps, le fer est rouillé. C'est ainsi que Mars a obtenu sa couleur rouge. Rouillé? Comme les voitures dans le parc à ferraille? Oui, exactement. On peut aller sur Mars maintenant? Oui, on peut. Pour cela, on doit se poser avec la station spatiale sur la surface de Mars. Oh oui! Super atterrissage, Robert! Merci. Est-ce qu'on peut sortir maintenant? Je veux être le premier garçon sur Mars! Malheureusement, non. Parce que le niveau d'oxygène sur Mars est trop bas pour respirer. Vous ne pouvez aller dehors qu'avec une combinaison de protection comme celle-là. Mais elle est beaucoup trop grande! Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de combinaison spatiale pour les enfants. C'est dommage. C'est vrai. Mais imaginons simplement que nous sommes assis dans le véhicule d'exploration et que nous traversons Mars en voiture. Cool! Je peux conduire? Mais tu n'as pas le permis! Tu crois que quelqu'un va me contrôler ici? C'est mieux que je conduise. Oui, et dehors il fait encore plus froid. La température moyenne sur Mars est d'environ moins 60 degrés. Mais la nuit, la température peut descendre jusqu'à moins 120 degrés. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Et comment avais-tu imaginé la vie sur Mars? Eh bien, un peu comme sur la Terre, mais un peu plus cool. Non, la vie sur Mars ne sera pas comme la vie sur Terre pour les humains. Pour l'essentiel, la vie se déroulera à l'intérieur. C'est comme dans une serre! Tout ce dont les humains ont besoin pour vivre, ils doivent le ramener de la Terre. Et si ce n'est pas possible, il faut le fabriquer ici. Toute la nourriture, les vêtements, les outils et même l'oxygène doivent être fabriqués. Et on reste à l'intérieur toute la journée et on ne sort jamais? Les gens ne sortiront sûrement que lorsque cela sera absolument nécessaire, pour effectuer des réparations sur les bâtiments ou pour faire des recherches. Ou peut-être que ce sont des robots qui feront tout cela. Pas de vélo, de natation, de basketball? Non mais où ça? Mars est plus ou moins la même partout. C'est un grand désert de pierres et de sable. Mais c'est triste! Oui, Mars ne sera pas aussi belle que la Terre. Je crois que je préfère rentrer. Moi aussi. Alors, imaginons que nous sommes de retour à la maison dans votre salon. Youhou! De retour à la maison! Je crois que ça m'a vraiment donné envie d'aller dehors. Vous venez? Oui, avec plaisir.